sommet international sur la migration de la Valette. Les travaux ont été lancés cet après-midi. Européens et Africains échangent sur la dramatique question de la migration dans le seul but d'aboutir à une politique commune de maîtrise de flux migratoires. Opportunités d'affaires, Maliens et Turcs sont ensemble depuis ce matin ici à Bamako pour nouer des partenariats d'affaires. Les relations de commerce et d'investissement s'emporteront mieux au sortir du dit forum, estiment les organisateurs. Ils sont revenus, ils ont été accueillis hier soir en héros. Les Aiglonnais, vice-champions du monde de football Chili 2015. Ministres, présidents d'institutions, dirigeants sportifs, supporters, tous sont sortis pour saluer leur espoir et la liesse était totale. Mercredi 11 novembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux du sommet international sur la migration ont débuté cet après-midi au centre de conférence méditerranéen de la Valette à Malte. Représentants des pays membres de l'Union européenne, des Nations unies, de la CEDEAO, de l'Organisation internationale des migrations vont plancher sur la dramatique question de la migration dans toutes ses facettes. Ils devront adopter une politique commune dont la mise en œuvre qui permettra de mettre fin, sinon de diminuer la tragédie de la migration tant en Afrique qu'en Europe. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est depuis hier à la Valette. À Malte, il a pris part à cette cérémonie d'ouverture du sommet international sur la migration. Nous espérons avoir des images de cette cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à la Valette, Sidiki Dambélé et Adama Kamara au cours de ce journal. Et vous le savez, le Mali est un pays de migration par excellence. C'est même une tradition chez les Soninké de migrer. Ce soir, pour coller à l'actualité de ce sommet, nous allons à la rencontre des Maliens, un Soninké qui a passé près de 20 ans en Europe. Cet ancien immigré est retourné au pays dans son caille natal pour investir. Il compte aujourd'hui 2 sociétés privées et emploie beaucoup de jeunes. Pour lui, l'Eldorado n'est pas forcément de l'autre côté, c'est ici et c'est le conseil qu'il donne aux candidats à la migration. Suivons ce reportage de Sidiki Dambélé avec l'aide de notre bureau régional de Caille. Son nom, Singale Soumari, il est opérateur économique, mais il se définit comme ancien migrant, car tout jeune, il a connu les affres de la migration, entraînant ses bosses un peu partout en Europe. Une tradition, dit-il. C'est comme tout jeune Soninké, c'est dans notre culture, il faut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs avant de revenir s'installer ou passer même une bonne partie de sa vie. Traditionnellement, le Soninké, c'est aller ailleurs. Mais j'ai choisi la France parce que c'est là où il y avait mes parents, c'est là où mon père avait migré à un moment, et c'est là où il y avait mes grands frères. Voilà. Partir, oui, mais il faut savoir retourner. La tradition est respectée. Et revoilà Singalé sur la terre de ses ancêtres avec des projets. Il y a un des projets qui est le Damier, qui est l'ONG, qui n'a pas d'autre objectif que trouver des solutions et des financements pour soutenir le monde rural, les paysans, l'agriculture, le monde rural en gros, l'agroforesterie. Et souvent, ça c'est des fonds sur subvention. Et par contre, ici, nous en sommes. C'est aussi lié un peu au monde rural parce que c'est pour pouvoir transformer les produits de ces paysans, le mettre en valeur, pour pouvoir trouver un bon système de commercialisation et plus de valeur ajoutée. Mais là, c'est une société privée qui est soumise à toutes les taxes du Mali. Aujourd'hui, Dieu merci, notre ancien migrant gagne bien sa vie dans la dignité. C'était mon souhait de venir créer quelque chose chez moi et de commencer quelque chose qui pourra servir à d'autres à l'avenir. De ce plan-là, je suis satisfait. Je cherchais toujours à m'installer chez moi parce qu'il y a un principe chez moi, chacun est mieux chez soi. Donc je ne le regrette pas. Et en plus, avec mon retour, peut-être grâce à ça, il y a d'autres familles qui ont pu trouver leur pain quotidien. Comme conseil aux candidats à la migration, M. Soumarich a une philosophie, ne pas partir pour partir. L'Eldorado, c'est ici. Explication. Il faut que chacun travaille. Le travail ne ment pas.
Partout où on est, on peut travailler et vivre de son travail. Maintenant, voyager, c'est pas mal. Moi, j'ai voyagé, j'ai acquis beaucoup de connaissances durant mes voyages. Mais il faut voyager très bien, il faut voyager dans les bonnes conditions. Je déconseillerais aux jeunes de partir pour partir, mais de partir pour ramener quelque chose. Et partir comme il faut pour partir. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Cela n'arrange rien. Je regrette tout simplement que les jeunes qui partent dans l'ignorance, qui ne savent pas ce qui les attend, et ça c'est un regret. Notre ancien migrant a suivi de près l'actualité internationale sur le drame de la migration entre des Africains qui meurent sur la Méditerranée et des Européens migrants qui sont accueillis à bras ouverts. Pour lui, il y a là 2 poids 2 mesures. Je trouve qu'il y a une injustice totale, parce que depuis la nuit des temps, le monde ne fait que de l'immigration. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on laisse les hommes mourir comme des mouches dans le désert ou dans la mer. Et tandis qu'on est en train d'accueillir d'autres à bras ouverts, on les fait appel pour venir. Ça, je trouve que c'est une injustice. Singalé Soumaré invite les autorités maliennes à développer des politiques à la base en vue de maintenir les jeunes candidats à la migration sur place. Et question d'incurie à notre ancien migrant. Si c'était à refaire, êtes-vous prêt à retourner? Ça, c'est une question compliquée à refaire. Je ne crois pas que je vais refaire. Mais je ne dirais pas que de partir est aussi si mauvais, parce que si je n'étais pas parti, je ne pouvais peut-être pas arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne crois pas que je repartirai. Il y a quelques années, à la faveur d'une caravane de presse dans le royaume chérifien, une équipe de l'ERTM avait rencontré une fille immigrée malgré elle-même. À 2 ans, ses parents l'avaient abandonnée sur le chemin de l'immigration clandestine. Accueillie par un centre humanitaire à Casa, au Maroc, Esther, c'est son nom, y a passé 2 ans. C'est là que Sori Ibrahima Keïta a fait connaissance avec elle. Et Sori Ibrahima Keïta se souvient, comme si c'était hier, nous retrace le portrait d'une fille qu'il considère comme une clandestine pas ordinaire. Suivant. Au Maroc, ils étaient ici et qu'on n'a plus de problème. Quand ils commencent à me négliger, maintenant ils ont dit comme ça, ils vont me tuer. Maintenant je suis partie. Quand je suis partie là-bas, je prends pour leur suite. Immigrée malgré elle ou par procuration. La très jeune Esther Kombo n'en revient toujours pas. Ses parents l'ont abandonnée à la porte de l'Europe sur le chemin de l'immigration avant de disparaître dans la nature. La petite Congolaise de 12 ans réside depuis 2 ans dans ce centre de l'association Baïti, ma maison à Casa. Cette petite Esther est arrivée maintenant il y a un an et quelques mois, et elle est arrivée tout simplement parce qu'elle se retrouvait, elle avait fait le circuit, et elle s'est passée par l'HCR, elle est passée un peu partout. C'est une gamine qui pendant 2 ans a déambulé, elle a été mandatée par sa mère, remise à une famille soi-disant adoptive, qui lui a promis monts et merveilles pour la France, et finalement elle s'est rendue compte au cours de son parcours, après un voyage en avion jusqu'à Bamako et après en bus à travers le désert algérien, se retrouver à Fès puis à Casablanca, elle s'est retrouvée finalement, elle a compris que c'était pas du tout un acte charitable. On est arrivé avec l'avion, par l'avion. Par l'avion, on a pris à Bamako jusqu'à Côte. On a pris à Bamako, on est descendu à Bamako, on a rentré dans la désert. Quand on est venu dans la désert, on est venu, on a pris le bus, on vient jusqu'à... On prend les routes à Bamako, Mali, jusqu'à Maroc. Depuis la récupération de Mademoiselle Kombo par l'association, les organisations humanitaires ont déployé leurs jumelles à grand angle à travers tout le pays à la recherche des parents fuyards pour le Bouban en vain. Il y avait un peu d'argent là-bas. On a vu 200 euros. On nous a volé 200 euros. On n'a plus d'argent. Quand la femme a fait le restaurant, maintenant on est venu. On a pris un peu d'argent. On est venu à Fès. À Fès, après on est venu ici. Tu étais avec le camarade de ton oncle. Comment ça s'appelle? Pourquoi il a quitté le Congo? Il veut partir en Europe avec sa femme parce qu'il y avait un autre aussi là-bas en Europe. Il a dit comme ça, tu m'attends jusqu'à Maroc, après je vais venir te prendre au Maroc. L'arrivée d'Esther dans ce centre lui a permis d'apprendre le français et l'arabe, quittant du coup
Le cercle infernal de l'analphabétisme, cela à l'image des 11 499 enfants que l'association a pris en charge pendant ces 10 ans d'existence. Alors quel message tu lances aux autorités congolaises qui à ta maman qui parle? J'ai dit que si je veux revenir. Ça va aller, hein? En attendant de retrouver les siens ou le chemin de son Congo natal, Esther Kombo pouvait tout de même jurer de son statut de vedette d'une journée pour une dizaine de télévisions d'Afrique francophone et anglophone qui véhiculent volontiers son image de victime innocente d'un monde injuste. Oui, nous restons avec Sori Ibrahima Keïta. Pour lui, la réflexion aujourd'hui au niveau mondial pour trouver une solution à l'épineuse question de l'immigration, surtout aux clandestines. Tous les regards sont donc tournés cette semaine vers Malte où seront abordés les enjeux colossaux liés à ce phénomène. Il nous égrène ici quelques-uns des plus plausibles aussi au niveau national et international, ce qu'il a appelé projecteur sur l'immigration. Plus de 10 milliards de dollars par an, c'est le montant que génère l'immigration dans le monde. Les ressortissants de la région des Cailles, zone enclavée et aride, sont loin d'être casaniers. Les difficultés y semblent aiguiser le goût à l'aventure d'une jeunesse qui a surtout pour destination la France. Ce mouvement juvénile rapporte plus de 50 milliards de francs CFA par an à l'économie de la région déjà riche de son sous-sol. Ici, les ressources des immigrés contribuent largement au bien-être de leurs restés sur place. C'est le voyage au service des besoins des premières nécessités, en fait, du social. Un exode qui ne fait pas entrer que des devises dans la contrée. Autre fief de l'immigration, autre réalité, Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles sur la côte marocaine. À 40 km de Tanger, c'est entre deux, lui-même à 14 km de l'Europe. C'est ici que les immigrés attaquaient régulièrement et souvent par milliers le grillage métallique haut de 6 mètres à l'assaut du mirage européen. Cette immigration-là, la mafia internationale en a fait un réseau serpent à plusieurs têtes. Un commerce criminel d'immigrés via embarcation de fortune, engendrant trafic de drogue, prostitution et même entraînant des ventes illicites d'armes. Après Ceuta et Melilla hier, aujourd'hui les côtes libyennes, grecques et autres îles sont devenues de véritables enfers sur terre pour les malheureux difformes à la recherche du bien-être. D'abord, c'est les Européens qui ont émigré en Afrique au début du siècle, depuis des siècles et des siècles. Alors maintenant, si on observe, c'est le contraire. Maintenant, c'est les Africains qui vont émigrer en Europe. C'est une question naturelle, géographiquement, historiquement naturelle. Même des Européens qui partent en Amérique, qui émigrent en Amérique. Les Européens maintenant émigrent en Amérique, au Canada, même au Japon. Certains pays du Sud avaient refusé toute collaboration avec l'Europe sur le sujet, estimant que les facteurs d'aggravation de l'immigration clandestine s'appellent manque d'emploi au Sud, cumul de richesses au Nord, refus non justifié de visa et donc restriction de l'immigration légale, d'où leur proposition d'un plan Marshall, convaincus qu'ils sont qu'après l'échec évident des barbelés, une initiative tunnel sur l'Europe n'est pas à écarter. Le sommet de Malte saura-t-il examiner la question avec lucidité?
Wait and see, le sommet prendra fin demain et on aura les conclusions du sommet. Le peuple angolais a célébré ce mercredi en grande pompe les 40 ans de l'indépendance, de son accession à l'indépendance. Les festivités ont été marquées par un imposant défilé civil et militaire. L'occasion pour le peuple d'Angola de manifester son intérêt pour la paix et la réconciliation après avoir connu une longue période de guerre civile qui a mis à nu les efforts des autorités du pays. Le Mali était présent à ces festivités et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, qui a représenté le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nos envoyés spéciaux à Luanda, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré, on espère les trouver eux aussi au cours de ce journal pour cette cérémonie de célébration des 40 ans d'indépendance de l'Angola. L'autre titre phare de ce journal, les vice-champions du monde des moins de 17 ans ont regagné Bamako hier soir. Ils ont été accueillis par des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des dirigeants sportifs et une foule de supporters en liesse. Tous étaient là pour saluer la victoire des Aiglonnais pour leur parcours à la Coupe du monde de Chili. Khalifa Nama Traoré revient sur la cérémonie d'accueil. Ambiance festive à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour l'accueil triomphal de l'équipe nationale des moins de 17 ans, sacrée vice-champion du monde de la catégorie. Plus d'une heure avant l'arrivée des champions d'Afrique en titre, désormais médaillés d'argent au Chili, membres du gouvernement, responsables d'institutions de la République, dirigeants sportifs ont tous tenu à venir transmettre aux Aiglonnais leur reconnaissance. Grande était donc la fierté des uns et des autres à la sortie de la délégation de l'avion. Aujourd'hui, au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, pour vous dire un grand merci. La nation malienne tout entière est fière de votre parcours. Au terme de la compétition, vous vous êtes hissé au rang de vice-champion du monde de votre catégorie. Vous avez ainsi honoré le Mali. Félicitations et bravo. Je tiens au nom du gouvernement à remercier l'encadrement technique, tous les acteurs du mouvement sportif qui ont contribué à cette performance. Je profite de l'occasion pour vous donner l'assurance du peuple malien tout entier à travers le gouvernement à vous soutenir tout au long de votre carrière sportive. Nous sommes fiers de nos jeunes, ils ont rehaussé l'image du Mali dans le football et vraiment ils ont fait beaucoup de travail. Nous les félicitons et nous les encourageons à mieux faire. La performance des cadets au Chili confirme la bonne santé sur le terrain du football malien en 2015. Notre pays étant le seul en Afrique à avoir placé ses sélections dans toutes les phases finales. Il y a la préparation, il y a la bonne organisation autour de l'équipe et il y a le professionnalisme de l'encadrement. Et à cela, il faut ajouter le travail de soutien, le travail de terrassier
que font les membres de la Fédération malienne de football. On travaille jour et nuit à soutenir nos équipes qui sont engagées dans la compétition. Il y a ce travail aussi qu'il faut pas rejeter. Également, j'ai dit merci au gouvernement malien qui met tous les moyens à la disposition de nos équipes nationales. Je peux dire aujourd'hui que le peuple malien est comblé. Je peux dire aujourd'hui que la jeunesse malienne est comblée. Je peux dire aujourd'hui que les autorités politiques et administratives du Mali sont comblées. Je peux dire aujourd'hui que le mouvement sportif national est comblé. Effectivement, ces jeunes ont comblé tout le monde par leur exploit au Chili. Avec cette place de deuxième au plan mondial, je pense que c'est des records qui ont été battus. Et nous avons été troisième avec les juniors, nous sommes aujourd'hui deuxième avec les cadets. Et je pense que le palier à franchir désormais, c'est vraiment une Coupe du Monde. Et vivement pour d'autres victoires à l'avenir. Après l'hommage des plus hautes autorités du pays, les Aiglonnais étaient ensuite attendus par des centaines d'inconditionnels pour un grand bain de foule. Seule la passion du football peut bien susciter un tel enthousiasme, une mobilisation qui ne pourrait qu'encourager d'autres sélections à faire plus que la cuvée 2015 des moins de 17 ans maliens. Oui, les Maliens sont sortis nombreux hier soir pour réserver un accueil chaleureux aux Aiglonnais. Le cortège a mis, tenez-vous bien, plus de 2 heures de temps entre l'aéroport de Bamako-Sénou et le palais des sports. Cisa l'ACI 2000. Abdul Karim Kaba était du cortège. Pendant plus de 3 heures, les cadets maliens ont reçu un accueil triomphal de l'aéroport international Bamako-Sénou au palais des sports. Arrivés à 21h à Bamako-Sénou, ils ont fait leur entrée au palais des sports à 0h25. Malgré l'heure tardive, les Maliens ont tenu à exprimer au vice-champion du monde leur sentiment de satisfaction. Cet accueil chaleureux du public sportif malien n'a pas laissé indifférent l'entraîneur des Aiglonnais. On peut rien dire. On voit encore, on n'a pas pris la coupe, mais la population est derrière nous. Donc, nous sommes vraiment contents. On va tout faire encore pour amener un moment une coupe du monde. De Bamako, l'heure du Mali, on l'a vu, on le sait. Tout ce qui s'est passé ici, on le savait. Aujourd'hui, l'accueil, ça ne nous a pas surpris. Parce que le peuple malien aime son équipe. Donc nous, ça ne nous a pas surpris. On ne fait que remercier tout le Mali et puis tous les supporters du Mali. Abondant dans le même sens, le capitaine des cadets maliens, Abdul Karim Dante, s'est dit fier d'être malien. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui et très fiers de nous-mêmes et très fiers de notre pays pour cette accueil chaleureux. Vraiment, on les remercie beaucoup. Alors, étant là-bas, comment vous avez senti l'apport du public malien? Bon, le président nous a appelés, depuis le premier jour. On était là-bas sur les réseaux sociaux, les gens nous accompagnent toujours avec leurs mots à chaque match, à chaque veille de match. Vraiment, on les remercie beaucoup, vraiment. Tout au long du trajet, la ferveur est à son comble. Des deux côtés de la route, mais aussi dans les cars transportant les jeunes joueurs.
Kabama, ils ont un peu de Walay. On m'a l'air de poudre, voilà, grand et le fait quoi. Même si Allah tire la finale de là, ou pourra rencontrer comme la Djera quoi, Abouanama Walla, c'est la fois Franc. Nommé meilleur gardien du monde, Samuel Djera dédie son grandeur au collectif. C'est un accueil très chaleureux, qu'on ne s'entendait pas, mais ça nous a vraiment fait plaisir. Vraiment fait plaisir. Les Maliens nous ont beaucoup soutenus. Ils nous ont beaucoup soutenus par leurs mots, par leurs gestes aussi. Je suis très très heureux d'avoir ce trophée. Mais avant tout, c'est un trophée collectif. Un trophée collectif. J'ai gagné ça avec tous les coéquipiers. Le geste des supporters massés au bord de la route est salué par les vice-champions du monde. Bon, on est vraiment contents. On veut que ça continue jusqu'à la fin. Je peux rien dire encore. Vraiment, on est content. On est satisfait quand même. On est très très contents. On remercie tous les Maliens pour nous soutenir. Et puis, on remercie le président et le ministre. Et à vous, on est très très contents. Ça va droit au cœur. Les Maliens ont montré une fois de plus que le sport, surtout le football, est facteur de cohésion, d'attente et de fraternité. Un tel titre se fête et c'est aux environs de minuit 15 que les Aiglonnais sont arrivés au Palais des Sports à Amdalaï ACI 2000. Là-bas aussi, la famille sportive malienne n'est pas restée en marge, cela pour accueillir nos vice-champions du monde. Abdul Karim Danté et ses coéquipiers ont tout simplement apprécié l'accueil. Koumba Nyambele a suivi pour nous. Ici, au Palais des Sports, les inconditionnels étaient au rendez-vous malgré l'heure tardive. Nous sommes là pour accueillir notre équipe nationale. Vraiment aujourd'hui, nous sommes très très contents quoi. Vraiment. On est très content d'accueillir ces héros parce que déjà ils ont joué la finale d'une Coupe du Monde, une grande première. Donc je pense que c'est ça même qui a été la bonne chose. Nous sommes contents, vraiment contents. Nous allons parcourir les Nélanda. Allez façon canon. Donc maintenant mettre la peau ferrée. Les enfants nous ont fait vivre pendant tout un mois. Tous les Maliens sont contents. Je suis fier des Aiglonnais. Vraiment, Mali gagne à Djara. Et c'est à 0 heure passée que les vice-champions du monde font leur entrée au Palais des Sports. Présentation de l'équipe. Abdul Karim Danté saisit l'occasion pour remercier le public sportif. La soirée a été longue, mais pour un service bien mérité. Après un parcours aussi brillant à la Coupe du Monde des cadets Chili 2015, les cadets maliens ont été accueillis hier soir avec tous les honneurs. Vous avez suivi toutes les images. Malgré cette satisfaction du devoir bien accompli, les protégés de Mbaye Mba ont un goût d'inachevé à cause de la crise qui secoue notre football, le football malien. C'est pourquoi ils ont appelé tout le monde à mettre le Mali, rien que le Mali. Alors, Ousmane Dao. Il y a des jours dont l'histoire fait fi de l'existence, mais mérite pourtant d'être gravés en lettres d'or dans les annales. Le mardi 10 novembre 2015 fait partie de ces jours pour notre football. Pour cause, les cadets maliens, après leur titre de vice-champion du monde acquis sur la Cordillère des Andes, ont reçu un accueil triomphal.
Première médaille d'argent dans l'histoire footballistique de notre pays en Coupe du Monde, les jeunes de Baïba se sont battus avec tous les moyens à leur possession en ayant toujours en tête le Mali, d'où cet appel au pied malgré leur satisfaction de voir ce public merveilleux. Pour le que nos dirigeants suivent parce qu'on est battu pour le pays, c'est pas la fin du monde. On va préparer la prochaine. On est là pour le pays et on sera là pour toujours pour le pays. On s'est battu pour notre pays, pour défendre notre pays, pour défendre notre drapeau. À 6000 km d'ici, j'ai dit aux dirigeants de soutenir les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes talentueux au Mali, quoi qu'il arrive. Maintenant, l'accent doit être mis sur la concorde et la cohésion autour de ce sport que nous aimons tant, car ces enfants ont fait leur part du travail. À nous de les couver pour l'avenir qui ne s'annonce radieux que si les violons sont accordés et que le Mali est toujours mis au-dessus de toute considération comme ces vice-champions du monde l'ont fait au Chili. Bravo les garçons, la nation vous est reconnaissante. En tout cas, avec ce parcours, sans être spécialiste de la question, on ose parier sur l'avenir du football malien avec ce qu'on a vu avec ces cadets. Les travaux du sommet international, voilà, les images de la Valette sont bien là. Le sommet international sur la migration ont débuté cet après-midi au centre de conférence méditerranéen de la Valette à Malte. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est présent à la Valette et nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara, nous font revivre cette cérémonie d'ouverture. C'est un sommet sous haute surveillance avec quasiment tous les dirigeants d'Europe et d'Afrique, loin des médias qui se contentent des images projetées ici. Sur la table, l'épineuse question de la migration. Épineuse parce que le flux de migrants ne cesse de croître et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tenez-vous bien, plus de 380 000 migrants et réfugiés sont arrivés par la Méditerranée depuis janvier en Europe et 2850 sont morts ou ont été déclarés portés disparus selon les HCR. La gestion de ce flux a une incidence considérable sur les pays d'origine, de transit et d'accueil, d'où une convergence d'action. Dans leurs discours respectifs, à l'ouverture des travaux, le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, le président du Conseil européen, le ministre marocain des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union européenne, la présidente de la Commission de l'Union africaine, j'en passe, ont tous insisté sur la nécessité de travailler dans un esprit de partenariat afin de trouver des solutions communes. Au cours de 2 sessions, les chefs d'État travailleront sur 5 domaines spécifiques, à savoir les causes de la migration, la mise en place des canaux de migration licites, le renforcement de la protection des migrants et des demandeurs d'asile, la lutte contre l'exploitation et la traite des migrants, l'amélioration de la coopération en matière de retour et de réadmission. Ils devront également échanger sur la mise en place par l'Union européenne d'un fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration illégale en Afrique. Fonds qui devrait être doté d'1,8 milliard d'euros, soit environ 1300 milliards de francs CFA. Ici, tous sont unanimes que la gestion des flux migratoires est une responsabilité partagée. C'est pourquoi, à l'issue de ce sommet UEA ce jeudi, l'on s'attend à un éventail de mesures dont la mise en place d'une politique migratoire humanitaire efficace et sûre. De la Valette à Malte, on se rend à Luanda, en Angola, où le peuple angolais a célébré ce mercredi en grande pompe les 40 ans de l'accession du pays à l'indépendance. Le Mali est présent à ces festivités. Il est représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Luanda, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. La République d'Angola, voilà 40 ans que ce pays de l'Afrique australe est indépendant. Cela se fait avec faste et tous les honneurs. L'on comprend alors la joie des populations puisque l'histoire du pays se conjugue avec les armes. Près de 30 ans de guerre civile. Et c'est seulement en 2002 que le pays amorce le développement.
Pour cet anniversaire, les autorités angolaises ont mis les petits plats dans les grands pour communier dans la joie. Plus d'une dizaine de chefs d'État invités, autant de chefs de gouvernement et parmi lesquels le Premier ministre Modibo Keïta représentant le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Exécution de l'hymne national, 21 coups de canon pour souhaiter la bienvenue aux invités de marque avant le début du défilé civil militaire. Toutes les composantes de la nation, dans une atmosphère conviviale, ont manifesté leur désir pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Les civils sont suivis dans leur mouvement par les forces de sécurité et de défense. Après la guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et de réfugiés, l'Angola s'est doté d'une armée robuste et professionnelle. Après donc 40 ans d'indépendance, dont 27 ans de guerre civile, l'Angola s'est hissé lors des 10 dernières années à la 2e place des économies d'Afrique australe et à la 5e place sur le continent grâce au pétrole. Le pays est aujourd'hui le 2e producteur africain d'or noir après le Nigeria. C'est donc dire que cette page sombre de l'histoire d'Angola se tourne. Aujourd'hui, l'ère de la reconstruction a donc sonné et le président José Eduardo dos Santos se fixe comme priorité l'organisation des élections présidentielles en 2017. D'ici là, il entend mettre l'accent sur le développement des infrastructures routières, la promotion et la diversification de l'économie. La lutte contre la corruption, le chômage des jeunes, puisque l'Angola a une démographie jeune. Il faut aussi noter la promotion des cadres avec un accent particulier sur le secteur de l'éducation. Normal, puisqu'en 1975, lorsque le pays accédait à l'indépendance, le taux d'analphabètes était d'environ 80%. En 2015, ce taux a baissé, il est de l'ordre de 30%. En tout cas, les festivités de ce 40e anniversaire donnent le top départ d'un pays émergent à l'horizon 2020. Hier, le Premier ministre, chef du gouvernement Modibo Keïta, a assisté à l'inauguration de la nouvelle Assemblée nationale de l'Angola. La bâtisse que vous voyez sur ces images resplendit au cœur de la capitale, Luanda, et a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA. Voilà, le bâtiment a été inauguré par le président José Eduardo dos Santos en présence de plusieurs personnalités. Et cette inauguration se situe toujours dans le cadre de la célébration des 40 ans d'indépendance de l'Angola. Nous revenons chez nous ici à Bamako. Le Business Forum Mali-Turquie s'est ouvert ce matin au Musée national. Cette rencontre est une opportunité pour les opérateurs des deux pays de nouer des partenariats féconds pour améliorer les relations de commerce et d'investissement. Des rencontres B2B permettront aux Turcs de scruter les opportunités d'investissement au Mali. Plusieurs membres du gouvernement ont suivi cette cérémonie. Le point avec Boubacar Sissoko. Toute la crème des opérateurs économiques maliens et turcs était présente à ce forum Mali-Turquie. Mali-Turquie Business Forum est le fruit du voyage d'État effectué par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en février 2015 en Turquie. Lors de ce voyage, les opportunités d'affaires et d'investissement ont été largement expliquées. Les deux parties doivent donc profiter ici à Bamako pour tisser des liens de coopération. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali demeure à côté des opérateurs économiques maliens et de nos autorités pour un suivi plein de partenariats qui seront scellés au cours de cette visite des hommes d'affaires turcs au Mali. Je voudrais souhaiter que de nos échanges et de nos rencontres B2B puissent sortir des projets concrets, des partenariats mutuellement avantageux pour nos deux pays. Les hôtes turcs attachent de l'importance à ce nouveau boulevard de partenariat entre Bamako et Istanbul. Les autorités turques soutiennent le processus de paix enclenché au Mali. Notre ambition commune est d'augmenter le volume des échanges commerciaux de 43 millions de dollars à 500 millions de dollars à court ou à moyen terme, dans le cadre des instructions venant de nos deux présidents. La préservation de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'unité politique du Mali constituent les éléments essentiels sur lesquels l'approche de
mon pays vis-à-vis du Mali est basé. Le Mali est une opportunité d'investissement, rassure le ministre Abdelkarim Konaté, assurant l'intérim du ministre de la promotion des investissements et du secteur privé. Les opportunités pour le développement des investissements turcs au Mali sont nombreuses et variées. Elles existent notamment dans les secteurs prioritaires de notre économie, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, l'énergie, l'immobilier, les mines, les infrastructures, le tourisme, les arts et la culture. Les domaines comme la formation technique, les services, les nouvelles technologies de l'information et de la communication méritent également d'être renforcés, ainsi que celui de la transformation du coton. Des rencontres B2B seront mises à profit par Maliens et Turcs pour nouer de véritables partenariats gagnant-gagnant, ce qui rapprochera davantage Bamako et Ankara. Audience au Conseil économique et social, le président du Conseil économique, social et culturel, Dr Boulkassoum Haïdara, a rencontré le Conseil national des ordres professionnels et l'ONG Action Développement Social. Salima Tandao a suivi ces deux audiences pour nous. Les représentants des différents ordres professionnels du pays sont les premiers à être reçus par le président du Conseil économique et social. Le Conseil national des ordres professionnels est venu réitérer son soutien au président, qui est lui-même membre de l'ordre des pharmaciens. Les discussions issues de la rencontre ont porté sur les questions d'intérêt national. Nous sommes venus rendre une visite au président du Conseil économique et social, le féliciter pour sa brillante élection à ce poste et aussi le rassurer de tout notre accompagnement dans ses nombreuses tâches. Les discussions ont porté sur la vie de la nation malienne après les événements de 2012. Il s'agissait de la relance de l'économie, les services sociaux de base, la justice et les droits de l'homme. La deuxième audience fut accordée à l'ONG Action Développement Social ADS-ML. L'organisation, qui sera bientôt rebaptisée, s'est présentée ce mercredi dans les locaux de la 8e institution pour une prise de contact. Elle a profité de cette rencontre pour faire part de ses ambitions pour le pays. L'ONG Action Développement Social, qui doit changer de nom à ONG Mousso bientôt, est une organisation américaine qui est là pour travailler dans le cadre de l'accès aux soins universels, ensuite dans le cadre de la résilience, c'est-à-dire la croissance économique dans les foyers. L'objet de notre visite, c'est d'abord de nous faire connaître par le Conseil et ensuite les faire part réellement des intentions d'investissement que nous voulons réellement faire au Mali, en commune 6 du district de Bamako et dans la région de Mopti, surtout à Bankas, dans le cadre réellement du renforcement des capacités du système sanitaire. Nous comptons investir environ 3 milliards dans la région de Mopti et à Bankas, dans le cadre réellement des agents de santé communautaire, du renforcement des capacités des centres de santé communautaire et ensuite de la levée des barrières financières liées aux soins. Ça commence déjà en 2015 avec les études préalables et ensuite ça continue jusqu'en 2018. Les visiteurs sont sortis satisfaits de l'entrevue. Le président Boulkassoum Haïdara leur a promis tout son soutien. Autre institution, le médiateur de la République Baba Akibo Haïdara a reçu Madame Baranga Gassarawe, qui est représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays. Entre les deux personnalités, il a été question de renforcement de coopération entre donc les deux organisations. Madame Baranga Gassarawe, à sa sortie d'audience, est au micro de Mamoutou Dante. Le rôle des médiateurs est extrêmement important parce qu'il se met au service des populations qui vont vers le médiateur et qui peuvent bien savoir que c'est la personne qui peut leur régler certaines choses, que ce soit au niveau de la justice de proximité, que ce soit le citoyen lambda aime toujours être compris et c'est un rôle complètement, je dirais, indépendant parce que dans son rôle de médiateur, c'est un rôle où on se veut indépendant. Il n'appartient ni à la justice, ni à l'État, ni à... Donc nous, dans notre travail de supporter le Mali, nous avons pensé qu'une institution comme
le rôle de médiateur est extrêmement important à visiter et surtout causer et écouter aussi beaucoup de sagesse, des paroles de sagesse, mais aussi ce que le médiateur est en train de faire et comment aussi nous pouvons l'appuyer. Parce que comme vous le savez, ils ont des bureaux un peu partout sur le terrain au niveau des bureaux de médiateurs et je pense que ce rôle est très crucial pour déjà le service que le gouvernement est en train de faire, le service que les autres institutions sont en train de faire. Nous retenons que non seulement ça nous réconforte dans le rôle que le médiateur a fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de bureaux de terrain qu'il a ouverts et je pense bien que surtout dans la perspective de la grande réunion annuelle, d'ailleurs que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience et de joie, le 10 décembre, nous pensons bien qu'il y aura déjà un bilan à présenter et en quoi nous pouvons appuyer ce rôle et appuyer et supporter ses efforts et son travail pour la quiétude sociale du Mali. Tenue d'une table ronde au Grand Hôtel de Bamako, organisée en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert, la Cour constitutionnelle veut renforcer les capacités de ses membres en matière de pratique de droit. Il s'agira donc d'anticiper et de réfléchir aux voies et moyens juridiques pouvant bien gérer le contrôle de la constitutionnalité et le contentieux juridique. Nyanya Aliou Traoré a suivi la cérémonie. Elle est la 5e institution de notre pays. Elle est l'organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Elle est aussi la garante de la régularité de l'élection du président de la République. La liste n'est pas exhaustive. Elle, c'est la Cour constitutionnelle. Et en vertu de toutes ces actions citées ci-dessus, elle est et doit rester un chien de garde de la démocratie d'après son président Manassa Dagnokou. Nous pouvons répondre par l'affirmative car elle est la gardienne de la légalité républicaine à travers la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation. À cet effet, la Cour constitutionnelle se trouve investie d'une mission de protection, de sauvegarde et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Ces décisions sont sans recours et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Organisée par la Fondation Friedrich Ebert, cette table ronde ambitionne de mieux outiller les participants afin qu'ils s'approprient le contenu du thème de la rencontre Cour constitutionnelle, chien de garde de la démocratie, qui sera développé par le professeur Erta Dobler-Gamelin, ancien ministre de la Justice de la RFA. Les sous-thèmes sur le contentieux électoral au Mali et le contrôle de la constitutionnalité seront exposés respectivement par l'ancien ministre professeur Baba Berté et Bamassa Sissoko de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali veut donc être fortement outillée pour gérer au mieux le contentieux électoral et cerner les contours du contrôle de constitutionnalité. Il s'agit donc, dans un souci d'anticipation, de réfléchir aux problèmes juridiques qui ne manqueront pas de se poser tout au long de notre mandat et de pouvoir y faire face comme seul est repère arsenal juridique en la matière. À noter la présence effective à cette table ronde de tous les présidents des institutions de la République. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est en 4e région, plus précisément à Tomignan, où il a procédé à la pose de la première pierre de 50 logements sociaux. Une activité qui entre dans le cadre d'un vaste programme du président de la République, celui de doter tous les CEP du Mali de logements sociaux. Et ces 50 logements de Tomignan vont coûter à l'État environ 1,5 milliard de francs CFA. Envoyés spéciaux, Sidiki Balo et Agibou Koulibaly. Après les villes de Ségou, Nyono et Baroueli, c'est le SEC de Tomignan qui est à l'honneur pour la construction de logements sociaux. Un rêve qui devient une réalité pour les populations de Boitou avec la pose de la première pierre de 50 logements sociaux par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. La journée d'aujourd'hui est une joie historique pour la ville de Tomignan. Par rapport à l'idée que le président Ibeka et son gouvernement eu l'initiative de penser à la ville de Tomignan dans le cadre des constructions des logements sociaux. C'est pour moi un sentiment de grande satisfaction, un rêve qu'on n'avait jamais su que ça allait se réaliser. Bientôt, voilà que c'est réalisé. Je remercie vraiment le président Ibrahim Boubacar Keïta pour son geste.
Le représentant du gouverneur, tout comme le préfet de la localité, tous ont salué le président de la République pour le choix de Tomia pour la construction de logements sociaux. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ce programme de construction de logements sociaux répond à des besoins réels d'une grande majorité de la population malienne. Sous l'impulsion du Premier ministre de concourir à la réalisation du programme président de la République, de faire 50 000 logements sur le quinquennat pour le bonheur et l'honneur des Maliens. Aujourd'hui, nous sommes environ à 75% de couverture au niveau cercle. À terme, c'est d'atteindre 100% de couverture, que chaque ville secondaire du Mali soit une ville mitoyenne de Bamako. Une vision du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Selon le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat de Ségou, le site prévu pour la réalisation des logements sociaux de Tomian est de 50 hectares. Le projet se réalisera sur 4 hectares avec des équipements, écoles, mosquées, églises, places publiques. L'espace sera entièrement viabilisé avec la réalisation des caniveaux sur toutes les voies et éclairage public avec de l'eau potable. Le logement est de type F3 tôle, avec une superficie de 72 mètres carrés sur des parcelles de 300 mètres carrés. Les 50 logements sociaux de Tomian seront réalisés en partenariat public-privé avec l'entreprise Matravaux pour un délai d'exécution de 6 mois. Visite de terrain pour le Haut Commissariat pour les réfugiés à Farangora, c'est dans la région de Sikasso. La délégation a saisi l'occasion pour remettre des équipements de production aux réfugiés et le centre de santé où ils reçoivent des soins a été visité par la délégation. Ce que nous dit nos envoyés spéciaux Alpha Meiga et Tchédje Kamara. Un réfugié est une personne qui a demandé l'asile dans un pays étranger et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. En voici un. Je m'appelle Konoussa Kwaku, je suis ivoirien, je viens de Daoukrououlé. De Delonis en 2006, on est arrivé à Fragra. Avec la femme mariée, j'ai eu 2 enfants. Avec notre 4 aussi, il n'y a pas de problème. On utilise tout ce qu'on veut. Voilà les 4. La famille de Kwaku est à l'image de ces 9 autres familles ici. Et ce sont les membres de cette famille, des réfugiés, qui reçoivent ainsi des équipements de production agricoles. Ce projet est important parce que il rentre dans la stratégie du HCR qui vise à ce qu'ensemble, nous trouvions des solutions aux problèmes des réfugiés. Je voudrais rappeler notre profond attachement aux valeurs de vivre ensemble, de partage, de communion, de respect mutuel qui sont les principaux facteurs de cohésion sociale. Je tiens à rassurer les uns et les autres de notre considération pour ces valeurs sociétales. Les membres de la délégation ont ensuite visité le centre de santé de Farangouara. C'est dans le cercle de Bougouni, à plus de 200 km de Bamako, la capitale. Ouverture cet après-midi à Gao et à Ansongo des travaux du Forum pour la paix et la réconciliation. Le rendez-vous de la cité des Askia, qui succède à celui de Larousse et Tombouctou, est le cadre pour les différentes communautés de parler des problèmes qui entravent le vivre ensemble et par la même occasion trouver les moyens de se pardonner et envisager ensemble des actions de développement. Nous aurons demain, dans nos éditions de demain, le compte-rendu de nos envois spéciaux Modibo Mariko et Moulay Sidibé. Nous partons en 5e région, près de 451 millions de francs CFA. C'est le coût du projet amélioration de la qualité de l'éducation à travers le renforcement des capacités des comités de gestion scolaire et de réponse aux interventions en situation d'urgence. Mopti Moustapha Doumbia. Le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation doit intervenir dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Koro et Douanza. C'est un projet de Save the Children destiné à 150 écoles des 6 centres d'animation pédagogique des académies de Mopti et Douanza. L'objectif est de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance autour de l'école pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation des enfants. Nous attendons à la fin de ces projets avoir le résultat qui vont renforcer les comités de gestion scolaire pour assurer la bonne gestion de leurs écoles et qu'ils jouent
un rôle plus actif pour améliorer la redevabilité de la gouvernance locale au niveau des villages et communes. Le coût du projet est d'environ 451 millions de francs CFA, financé par l'UNICEF et Save the Children pour une durée de 9 mois. La contribution UNICEF est de 390 millions de francs CFA. Le financement de ce projet s'inscrit dans la vision de l'UNICEF d'appuyer le gouvernement du Mali dans ses efforts visant le renforcement de la gouvernance du secteur de l'éducation et la formation professionnelle. Je peux vous assurer que les autorités régionales et les partenaires communautaires ne ménageront aucun effort pour apporter le soutien nécessaire à la réalisation des objectifs de ce projet. Les activités du projet sont exécutées en partenariat avec l'ONG OMAES, œuvre malienne d'aide aux enfants du Sahel. Ces activités portent entre autres sur la facilitation de la mise en place des comités de gestion scolaire, le suivi de l'élaboration des projets d'école et des plans d'action annuels. Nous retournons dans la région de Sikasso où la CMDT et l'ICRISAT sont ensemble pour la vulgarisation des variétés améliorées de sorgho en milieu paysan. Et c'est par une visite d'échange interpaysanne que sur les parcelles de démonstration dans les villages de Tabarakoro et de Ndjibougou que les deux structures ont pu partager les résultats des tests. On fait le point avec Daouda Djakité. Ce sont les variétés améliorées de sorgho fada, Grinka Yerewulo, Sewa et Soumalemba mises en test sur les parcelles de démonstration dans les villages de Tabakoro et de Ntjibougou qui ont constitué le centre d'intérêt de cette visite d'échange interpaysanne initiée par la CMDT en partenariat avec l'ICRISAT. L'objectif de cette visite, c'est de présenter aux producteurs les meilleures variétés de sorgho qui sont plus productives que les locales aux producteurs paysans de la localité. Chacune de ces variétés-là dépasse les 3 tonnes à l'hectare dans les conditions normales. Le Griga même peut valoir et le Fada peut même valoir jusqu'à 4 tonnes 500 dans les conditions normales. Toutes choses qui contribuent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les zones de production cotonnière. Du point de vue rendement, la variété de sorgho fada que j'ai utilisée a beaucoup plus de goût. Les variétés améliorées sont meilleures à celles qu'on utilisait. Nous faisons confiance à ces nouvelles semences. Ils avaient l'habitude de semer les variétés locales de semences. Avec l'avènement des nouvelles semences améliorées, nous avons semé et fait une comparaison entre les deux. Les résultats nous ont montré que les variétés hybrides sont plus faciles et beaucoup plus rentables. La visite a permis à plus de la centaine de producteurs venus des secteurs CMDT de Kadjolo, Sikasso et de Bougouni de découvrir les opportunités qu'offrent les hybrides avant de s'engager à œuvrer pour une large diffusion sur l'étendue de la région. Depuis août 2015, août dernier, c'est la 4e fois consécutive que les prix à la pompe connaissent une baisse. Ainsi, pour ce mois de novembre, le litre du super est cédé à 724 au lieu de 731 francs CFA, soit une réduction de 7 francs. Le litre du gasoil lui passe de 633 à 628, soit une baisse de 5 francs. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Pour plus de précision, écoutons Zoumana Mori Koulibaly. Il est le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Il est au micro de Mohamed Ould Mamouni. Le gouvernement, comme d'habitude, vous annonce la bonne nouvelle parce que les prix vont être réduits dans les 24 heures. Le supercarburant va passer de 759 à 724 ce mois-ci, soit une réduction de 7 francs. Le gasoil, il y aura une réduction de 5 francs, ce qui va nous amener à 628. Donc, nous assistons 4 mois de suite à des réductions de prix à la pompe. Et le gouvernement s'est engagé à une application intégrale du mécanisme. C'est des engagements que nous avons avec les opérateurs économiques, nos partenaires techniques et financiers et les consommateurs. La deuxième nouveauté pour ce mois-ci, le gouvernement s'engage à partir de maintenant à intervenir davantage dans l'entretien routier. Et les prélèvements pour l'entretien routier passent de 25 à
35 francs. Donc ce qui est assez important, c'est-à-dire environ 2,5 milliards mensuels qui seront versés par la douane au compte de l'autorité routière pour l'entretien. Ça fait une enveloppe d'environ 30 milliards par an. Voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Rachel Tessougué. Reste à moi de souhaiter excellente nuit à nos téléspectateurs de Pelengana, Médine, Sébougou, Dar Salam, c'est à Ségou, en 4e région.